fait, ma volonté était donc de pouvoir raconter la solitude en suivant des vrais personnages seuls. Ma présence fausserait donc l'expérience de solitude. Donc j'ai réfléchi à un espèce de dispositif qui, moi, pourrait m'intéresser et pourrait me permettre d'aller saisir ce que je recherchais vraiment à ces endroits-là. Donc j'ai découpé le processus de fabrication du film en deux. D'abord, j'ai fait un énorme travail de documentation en allant interviewer pendant 6 mois, 8 mois, tous les gens qui sont revenus d'un hivernage. Donc j'ai dû rencontrer 70-80 personnes qui ont vécu en fait ces 13 mois et j'ai accumulé une somme, une matière que j'ai couplée avec des recherches autour d'expériences sur l'éloignement, sur l'isolement, sur les missions sous-marins, sur les missions de préparation sur Mars et autres. Et donc de cette somme de documentation, j'ai écrit un fil, une voix, qui est donc le miroir de ceux qui étaient sur place, l'alter ego de mes questionnements à propos de mes réflexions. Et j'ai synthétisé tous les enjeux traversés par tous ceux que j'ai rencontrés en une voix, écrite, fictionnelle, celle d'un hivernant qui n'existerait pas, mais qui vivrait sur 13 mois l'évolution des pensées qui ont traversé tous ces personnages. À côté de ça, il me fallait la matière-image. Pour la matière-image, j'ai donc demandé à des hivernants qui allaient partir sur place de me ramener des plans. Donc je voulais surtout pas leur commander des choses complexes qui allaient les faire sortir de leur expérience. Il me fallait des choses extrêmement basiques. Et donc je leur ai demandé une suite de plans fixes qui se répètent tous. Des plans de chambre, des plans de couloir, des plans de télescope. Il y a vraiment cette idée de la routine vécue sur place qui doit se ressentir à l'image. Et eux avaient juste à poser la caméra sur pied. Moi, j'ai travaillé autour de la base avec des photos. J'ai l'impression de connaître la base aussi bien que ceux qui étaient sur place, finalement. Et donc, à partir de la somme de mes connaissances géographiques de la base, je leur ai demandé une suite de plans que j'ai pu ensuite récupérer à la suite de plusieurs hivernages où chacun m'a ramené des plans, j'ai pu les étudier et en recommander d'autres. Et ça, c'était ma matière image que j'ai donc posée à côté de ma matière son. Et j'avais là de quoi partir en montage pour essayer de m'atteler à raconter le film. En fait, l'envie première du film, c'est qu'on soit au cœur des pensées d'un individu. Et pour le vivre et pour suivre ce que lui va vivre pendant ces 13 mois, il fallait dépersonnaliser tout le reste. Donc il fallait se concentrer et incarner un seul personnage. Le concept même du film, c'est que le personnage qu'on suit n'existe pas. Il est pure fiction et donc il est la somme de l'ensemble des voix que j'ai entendues et à partir de laquelle j'ai reconstitué le trajet possible d'un hivernant sur 13 mois. Mais cet hivernant-là, qu'on est supposé suivre, ne s'incarne pas à l'image. C'est aussi pour ça que le film prend corps sur beaucoup de plans fixes et vides. Il y a quelque chose d'intéressant qui permettait ce type de dispositif, c'est qu'en Antarctique, il fait moins 70 degrés à l'extérieur et donc tous les corps sont complètement fondus à l'intérieur de combinaisons qui sont bleues ou oranges en fonction des moments, ce qui fait qu'il y a même une désincarnation du physique et de l'image. On ne voit personne, chacun se ressemble, chacun est la même personne. Donc finalement, parfois on a l'impression de suivre notre personnage, la silhouette, mais il se trouve que c'est filmé sur des années et que c'est jamais la même personne qui est sous la combinaison qu'on peut suivre. Et ça me permet moi d'incarner un personnage qui repose sur tout le monde à la fois ou sur personne. Après, il y a l'idée des autres. C'est-à-dire que là, on parle de notre personnage à nous, il y a l'idée de la confrontation aux autres. En gros, ils vont donc passer tous 13 mois sur cette base et ils sont 15. Et il se trouve que tous les retours que j'ai eus me racontent qu'au départ, le premier mois, il y a une vraie rencontre entre ces 15 hivernants, qui sont donc français et italiens, c'est une base franco-italienne. Chacun raconte d'où il vient, ce qu'il fait, chacun met en commun son expérience, ses envies, ce qu'il pense faire. Et puis, il ne se passe tellement rien sur cette base. Chacun a un travail extrêmement routinier, il n'y a plus de soleil, il fait nuit noire, quasi la totalité de l'hivernage, il y a quelque chose où rien ne se produit. Et du coup, les gens n'ont plus rien à se dire. Et donc, au bout de 2 mois, les rapports deviennent plus légers, et au bout de 4 ou 5 mois, plus personne ne se parle. Je suis ici depuis plus de 2 mois.
On ne se parle plus du tout. Il y a une disparition progressive de tous les autres dans la base. Et c'est ça, moi, qui me semble être le fil excitant à suivre pour raconter ce qu'on appelle une vraie expérience de solitude extrême, c'est-à-dire un détachement face aux autres. C'est qu'en fait, les autres sont toujours là, présents, mais comme des fantômes et des silhouettes, il n'y a plus d'interaction. Et c'est cet endroit d'interaction, moi, qui m'intéresse à creuser avec cette idée que, une fois qu'il n'y a plus d'interaction avec les autres, il se produit quelque chose dans le cerveau qui me semble intéressant et qui était le cœur du film que je voulais creuser. Je n'ai rien qui puisse détourner mes pensées. J'ai beaucoup d'images qui reviennent, comme des bribes de mémoire. Film après film, j'essaye de creuser un espèce de sillon qui est qu'en travaillant sur le territoire, sur l'éloignement, sur l'isolement, il se produit quelque chose sur l'homme qui m'intéresse. C'est qu'en plaçant un individu dans un territoire qui n'est pas du tout le sien, il se retrouve face à lui-même comme jamais il ne l'a été, sans échappatoire. Et c'est aussi ce que je voulais creuser dans cette idée, que le film serait une sorte de miroir de ce qu'est la société aujourd'hui, de ce qu'est le conditionnement de la société, et qu'en plaçant un individu au loin, seul et loin de tout ce qui pollue le flux de ses pensées habituellement, de voir ce qui se produit. Et on sent bien que très peu de gens ont vraiment réussi à s'extirper du flux de pensée dans lequel on est, conditionné et maintenu aujourd'hui. Donc ça m'intéressait d'aller creuser cette idée de la solitude, pas en tant que telle, mais en tant que ce qu'elle va produire dans la libération des pensées chez l'individu. Et c'est intéressant de voir qu'il y a donc plusieurs stades de pensée, plusieurs strates, plusieurs couches, où une fois qu'on est éloigné de ces pensées dites du quotidien, ces pensées superficielles, ces pensées inintéressantes, on va atteindre des couches de plus en plus pertinentes. Ça touche vraiment à la définition pure du bouddhisme, de la méditation transcendantale, pour parler de spiritualité, mais à d'autres endroits même de manière très scientifique. C'est comme des couches superficielles qu'on éloigne les unes des autres pour arriver à un endroit qui serait soi-même, et toute l'évolution de notre personnage est basée à cet endroit-là, qu'une fois qu'il s'est départi de cette première couche, le quotidien, on touche à la deuxième où il arrive à cette idée d'une réflexion sur les souvenirs, sur ce qu'a été sa vie, sur des pensées plus profondes, pour atteindre une troisième qui est celle qui me paraît la plus excitante, qui est celle entre le fantasme et la folie, disons, celle où on atteint ce que serait l'inconscient, et il l'atteint en mode éveillé. Et donc il va se laisser porter par ça, et c'est vraiment cette idée-là à laquelle je voulais aboutir. Les 2-3 premiers mois, il y a des discussions qui ensuite vont s'étioler et à la fin on n'en a plus du tout. Mais il y a, sur les premiers mois de présence dans la base, des discussions entre les personnages. Et notamment parce que certains vivent extrêmement mal l'éloignement de leurs proches, l'isolement et l'idée d'être dans une routine et de savoir qu'ils ne peuvent pas partir. Il y a beaucoup d'angoisse et de peur, donc il y a un besoin de s'exprimer et de parler. Après, j'ai choisi sciemment de ne pas utiliser ces vrais plans, parce que ce qui m'intéressait, c'était de vivre tout le film à travers le prisme de notre personnage, et donc de n'avoir rien qui nous fait quitter le fait d'être dans sa pure subjectivité. Donc j'avais très envie de n'avoir quasiment aucune voix extérieure et de tout vivre à travers lui, mais on a une vraie évolution dans l'écriture de sa voix, qui qu'au départ il y a quelque chose d'extrêmement pragmatique, qui relève presque du journal objectif. Voilà ce qui se produit devant moi, voilà ce qui se produit avec les autres, voilà ce qui se passe, qui serait donc ce fameux cercle des premières pensées que je décrivais tout à l'heure. Et ensuite, on progresse pour pouvoir s'être éloigné de la question des autres et arriver au plus profond de lui. Donc, j'avais envie de raconter les autres au départ pour pouvoir ensuite les éloigner et sentir qu'on fait un trajet en termes de pensée et qu'on arrive quelque part. Normalement, on l'utilise Attends, pas. j'entends plus On a rien. le droit de l'utiliser après, on peut le faire plusieurs fois par mois pour les événements importants. C'est moi l'événement important. Et alors, ton télescope, il est bien? Ouais, il est génial. Il est bien plus puissant que le modèle au Chili. T'imagines si je découvre une nouvelle étoile? Tu l'appelleras Adèle. Et avec les autres, ça va? Ouais. Il y en a quelques-uns assez sympas. Les Italiens que j'avais rencontrés à Cologne sont cool.
On joue aux cartes ensemble, Après, la chef de mission est assez chiante. Elle cite tout ce qui se passe. Ça amène une ambiance hyper négative sur les débarrassages de table, ce genre de trucs. Et il y a des filles du coup? Ouais, 3. C'est assez rare. Ah bon, 3? Ouais, ça fait moins prison du coup. Ouais. Et toi, ça va? Ouais, ça va. C'est curieux l'appart sans toi. Je me fais des petits déj toute seule du coup. Ah, j'ai vu Camille hier, elle va changer de boulot. Et demain j'ai rendez-vous avec... Dans la construction du personnage qu'on va suivre dans Dernières Nouvelles Étoiles, il fallait qu'il y ait quelque chose qui le rattache à la société qu'il a quittée. Quelque chose qui soit ce fil et qu'on suive en fait de quelle manière ce fil va se distordre puis disparaître, parce que c'est bien là mon propos. Après, je pense que d'une certaine manière, tout ce qui fonde la société dans laquelle on vit et ce qui est absent à l'image dans Dernières Nouvelles Étoiles, et donc c'est à ça que le film nous amène à réfléchir, à cette idée du temps, à cette idée de l'autre, de l'interaction aux autres et tout ça. C'est par leur absence qu'on peut mieux en parler, en fait. C'est parce qu'il est dans l'opposé à l'image qu'on peut en parler. Après, cette nécessité d'avoir un fil, et en l'occurrence incarné par le couple, c'est ce qui me paraît le plus correspondre à une sorte de pression sociétale, de logique de vie avec les autres, cette idée de se mettre en couple et de se demander pourquoi, en fait, très, très clairement, et donc de l'incarner par la fiction. C'est-à-dire, est-ce que tout ce que je suis est déterminé par le milieu d'où je viens, la façon dont les gens ont interagi jusqu'alors et interagissent autour de moi, et est-ce que si j'avais vécu à un autre endroit, loin des hommes et de la manière dont logiquement les choses se passent, je serais différent et j'aurais fait des choix de vie différents. Et c'est vrai que même pour pour suivre au mieux son évolution, à quel point il part du statut logique de ceux qu'on connaisse, qui vivent dans une grande ville, disons, au point de bascule, puis au renoncement à toute vie avec les autres, il fallait pouvoir suivre tout un tas d'étapes, et la relation de couple me paraissait assez intéressante à creuser à cet endroit-là. En fait, sur un montage de film classique, on a toujours des endroits où on a des certitudes, des endroits qui marchent en termes d'émotion, en termes de jeu de comédien. Là, il se trouve que le processus du film est tellement singulier qu'il n'y a aucun endroit sur lequel on est sûr de pouvoir s'appuyer. Et du coup, l'équilibre du film était tellement ténu qu'il suffisait parfois d'ajouter une musique pour que plus rien ne marche et que ce soit seulement une suite d'images. Alors que nous, on essayait, en ayant comme base le son, de créer du sens entre ces images qui n'avaient pas grand-chose à voir les unes avec les autres, de créer des liens de sens, des liens de sensation, et trouver le film comme ça. Mais c'est un travail extrêmement ténu, complexe, long, laborieux, mais assez excitant. Et dans le fond, les questions les plus récurrentes qu'on avait sont les mêmes que pour un film extrêmement classique dans sa fabrication. C'est-à-dire, c'est des questions sur l'incarnation du personnage, son évolution, de quelle manière on se sent proche de lui ou non. Donc finalement, en montant des plans vides avec une voix que j'enregistrais moi au dictaphone pour vérifier en tant que voix témoin, on se retrouve avec les mêmes problématiques qu'un énorme film de fiction écrit par un scénariste. Et ça, je trouve ça intéressant. 43e jour. Je ne fais plus de rêves. Rien. Le blanc. C'est quand je suis éveillé que je suis assailli d'images. Et c'est seulement en montage que je me suis rendu compte que pour incarner vraiment le personnage, qu'on ne voit quasiment jamais à l'écran, puisque c'est donc une silhouette, il me manquait une sorte de lieu. Le lieu qui serait l'incarnation du personnage. Donc il me manquait cette fameuse chambre qu'on voit de manière très récurrente dans le film et qu'on associe en fait à lui. On n'a plus besoin de le voir parce qu'on voit son antre. On fait une association en fait entre cette chambre et ce qui se passe dans son esprit. Et c'est vraiment ce qui m'a manqué très vite en montage. Donc, j'ai arrêté le montage au bout d'une semaine pour aller juste en face de l'endroit où on montait, qui était une sorte de foyer d'étudiants. Et j'ai filmé donc dans le 18e à Paris
une des petites chambres de ce foyer d'étudiants qui est honnêtement quasiment la réplique exacte de ces chambres complètement impersonnelles qu'ils ont en Antarctique. Donc tout ce qui est filmé dans cette chambre est totalement reconstitué à Paris et me sert de matière à personnifier notre personnage. Donc on ne le voit pas forcément dormir, on voit une forme sous une couette, disons, on voit parfois une ombre, on voit parfois un bout de main, et donc c'est juste moi avec une petite caméra qui ai filmé ça dans une chambre reconstituée à Paris, et c'était ce qu'il me manquait, ce que j'avais pas forcément envie de mettre au départ, mais ce qui me manquait pour incarner, pour asseoir la présence de ce personnage. Parce qu'en fait, toute la question du film, c'est est-ce qu'on croit à ce que ce personnage existe, sachant qu'il ne repose sur rien, qu'on n'a aucune manière de le montrer, qu'on n'a aucune manière de le voir. La première question que posait le film, mais dès sa fabrication, dès son écriture, c'était la frontière, la mince lisière entre la fiction et le documentaire. Je pense que le film touche aux deux endroits et c'est ça qui m'intéresse. Disons que moi j'aime bien le postulat de base de le présenter comme un documentaire, parce que je pense qu'il y a une sorte de pacte avec le spectateur, qui est de se dire, ce qui se produit là devant moi, à l'image, est quelque chose qui est arrivé à quelqu'un. Au contraire du pacte de la fiction, qui serait ce qui se produit à l'image est arrivé dans la tête d'un scénariste, disons. Donc en tant que pur ressenti de spectateur, j'aime bien cette idée de se dire, il y a de l'incarnation, ce que je vois, ce qui arrive à un personnage, je m'imagine que c'est arrivé pour de vrai. Il se trouve que dans le fond, je me suis jamais autant documenté pour un film, et j'ai jamais utilisé autant d'outils de la fiction. De la musique, des images recréées, des images numériques et tout ça. À un moment, il fallait trouver le fil à suivre, c'est-à-dire de créer un vrai personnage qui fasse ressentir au spectateur tous les états possibles par lesquels on passe dans ces expériences de solitude et qui nous donne envie d'aller plus loin, qui s'incarne et qui nous fasse vivre avec lui la bascule qu'il envoie dans un monde qu'on a rarement touché en termes de bouillonnement de pensée. Donc il fallait extrêmement l'incarner en termes d'écriture, et effectivement à ce moment-là, il se trouve que moi je fais autant de documentaires que de fiction, ce qui me vient naturellement c'est de créer un personnage en lui donnant du corps, de l'incarnation, et je lui ai donné un peu de moi, en termes d'anecdotes, de récits, d'images d'archives et autres. Mais en fait je lui ai donné tout autant de tous ces récits que j'ai entendus, de vrais hivernants qui ont vécu des choses incroyables, et il y a un peu de chacun. Donc c'est vraiment la somme de tous nos récits qui le crée lui. Après, sur la question de la voix, je pense que le spectateur de base ne sait pas d'où vient cette voix, ne sait pas qui est derrière cette voix. Il se trouve qu'effectivement c'est la mienne, mais je pense qu'on la vit comme celle d'un possible personnage qui a une trentaine d'années et qui incarne au fur et à mesure du récit ce qu'il vit, sur place, au présent, disons. Et c'est vrai que je l'ai faite moi, cette voix. J'ai fait de nombreux essais avec des comédiens. Et en fait, il se trouve que comme on ne se rattache que à la voix, en termes de tonalité, qu'on n'a pas d'image, donc qu'on n'a pas d'attitude, qu'on n'a rien d'autre auquel se rattacher, il y avait tellement de nuances que les essais avec les comédiens, tellement de nuances pour trouver la bonne tonalité, celle qui est voulue, celle qui est faite pour suivre l'évolution du personnage, en fait, que tous nos essais ont été infructueux. Moi, j'aurais adoré bosser avec un comédien et je me rends compte qu'en fait, l'écriture était trop précise pour pouvoir se permettre d'y ajouter une autre vision, qu'il fallait respecter une sorte de musicalité à l'écrit. Et du coup, j'ai fait cette voix. Mais encore une fois, un peu par défaut, et je ne pense pas qu'elle s'incarne pour le spectateur comme la voix du réalisateur, mais comme la voix d'un possible personnage que j'incarne à l'image avec des suites de combinaisons bleues et qui, à l'écoute, est incarné par une voix que j'essaye de jouer comme celle de celui qui vit purement l'expérience. Finalement, pour les hivernants, cette question de filmer a été assez légère parce que chacun avait une caméra, quelques plans à aller chercher pendant 13 mois, ce qui était assez faible, et moi je récupérais les plans après et je commandais ce qui me manquait aux hivernants d'après. Donc ça n'a pas eu une incidence énorme sur place et sur le moment pour eux,
parce que c'était, comment dire, un processus assez léger finalement. L'idée était vraiment de laisser la caméra sur pied, quasiment à chaque fois, et la laisser tourner des heures pour pouvoir capter notamment des lieux vides. Il y a quelques suivis de personnages en extérieur, mais qui sont assez légers dans le dispositif total. Après, comment ils l'ont vécu? Disons que ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure du montage que plus j'ajoutais d'éléments qui viennent de la fiction, plus j'ajoutais des sommes de musique, d'images trafiquées, d'images, d'archives, plus je sortais de ce qui était vraiment capté par les images sur place, plus je m'approchais de la véracité des récits que j'avais entendus et plus je m'approchais, une fois qu'ils l'ont vu, de cette idée que oui, c'est bien ça qu'on a vécu, c'est bien cette espèce de bouleversement intérieur qu'on a vécu là. Il se trouve que grand nombre d'hivernants qui sont revenus après coup, donc après ces 13 mois, ont été tellement changés, ont été tellement bouleversés par cette expérience sur place, que la première chose qu'ils font en rentrant, c'est de quitter femme et enfants, pour ceux qui en ont, de se délester de leur montre, d'enlever le téléphone portable à jamais de leur existence, et pour beaucoup de quitter la ville, avec cette idée du bruit, du rythme, de la temporalité, qui n'est plus la leur. Peut-être qui n'est plus la bonne, c'est une vraie question qu'on pose, mais en tout cas qui n'est plus la leur. Et ils changent de vie, changent de métier, et ils partent tous vivre à la montagne ou à un endroit loin du monde, en ayant au fond des yeux une espèce d'illumination assez plaisante à voir, mais la force de ce qu'ils ont vécu les a changés à jamais, et c'est bien ça que j'ai essayé de retranscrire, et c'est bien ça que eux ont ressenti en voyant le film, que ça n'avait pas été atténué. Donc j'aimais cette idée que on vit l'expérience avec lui à travers son récit, à travers les nouvelles qu'il nous en donne, et qu'on sent qu'à un moment ces nouvelles s'arrêtent, qu'il y a quelque chose qui pressent la tragédie, que l'idée du retour ne m'intéresse pas du tout, et donc je voulais que le film s'arrête évidemment sur place, et donc que les nouvelles s'arrêtent et que ce soit les dernières nouvelles des étoiles qu'on ait captées avant que le processus se stoppe, mais sur une fin ouverte, et l'ambiguïté m'intéresse tout autant. C'est vrai que quand je raconte au public du film ou à d'autres gens d'ailleurs les récits que j'ai de ces hivernants qui après 13 mois sur place ont décidé de changer de vie, en fait pour la moitié des gens, ceux qui rentrent de ces hivernages ont touché à quelque chose d'incroyable, se sont découverts eux-mêmes, ont touché à ce qu'on définirait comme le nirvana, disons, ont atteint un endroit qui nous ferait tous fantasmer, celui de se connaître soi-même et de pouvoir être maître de ses pensées. Et pour l'autre moitié des gens à qui je raconte le processus par lequel ils passent, au contraire, je sens qu'ils y voient cette idée d'avoir touché à la folie, d'avoir touché à cet endroit où on n'est plus apte à vivre dans la société, et donc à un endroit extrêmement négatif. Et je pense que la fin ouverte touche à ça, en fait, à cette idée que chacun peut projeter la manière dont il voit ce qui arrive à notre personnage et y sentir vraiment soit le Graal atteint, soit au contraire la déchéance la plus forte. Je n'ai rien derrière quoi me cacher ici. Je n'ai rien qui puisse détourner mes pensées. J'ai beaucoup d'images qui reviennent, comme des bribes de mémoire, des scènes de ma vie que je pensais avoir oubliées et c'est comme si tout s'était arrêté pour que je puisse observer qui j'ai été jusque-là. Donc je crois vraiment que ce qui m'intéressait, c'était de surtout pas d'avoir des marqueurs qualitatifs, de dire ce qui lui arrive est bien ou ce qui lui arrive ne l'est pas, mais au contraire, d'avoir l'impression de suivre son trajet et de pouvoir adhérer ou non. En tout cas, moi ce que je constate, c'est que tous ceux qui sont vraiment rentrés de là-bas, rentrés d'hivernage, rentrés de ces 13 mois, n'ont jamais pu revenir au monde qu'ils avaient connu avant, qui leur paraît la pire chose qu'un humain pourrait vivre, qui leur paraît complètement fermé en termes d'ouverture d'esprit. Quelqu'un qui parle vraiment de tout ça, en fait, c'est David Lynch, qui a arrêté de faire des films depuis 3-4 ans et qui s'intéresse
à ce que lui définit comme la méditation transcendantale, mais en tout cas qui est une sorte de plongée dans soi, et qui raconte bien que la façon dont on a créé les interactions avec le monde sont complètement dommageables à tout ce qui pourrait être notre épanouissement.